On met énormément le fait en avant que le gibier, c'est une ressource disponible de viande en fait, qu'on a en France, des espèces qui se renouvellent toutes seules et même des populations en fait, de grands gibiers qui s'accroissent d'année en année. Et justement, les chasseurs ne savent plus où aller avec et que du coup, on peut profiter de cette viande sans bousculer des équilibres. Bonjour Edouard, bonjour Vianney. Salut Yacine. Salut. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. C'était quoi l'élément décisif dans votre choix de lancer Nemrod ? Pourquoi ? C'était le pastis et le pinard. Non, rien à voir. Quoique, ça va très bien avec. Ça va très bien avec. Moi, je suis passionné de chasse depuis vraiment mon plus jeune âge. J'ai beaucoup été emmené par mes deux grands-pères. Et j'ai aussi toujours après voulu entreprendre à la sortie de mes études. Et quand j'ai regardé un petit peu autour de moi et que je me disais qu'est-ce que je peux bien faire, on a vu cette problématique autour du gibier et de l'écoulement du gibier. Et du coup, je me suis dit, allez, il faut que je me lance là-dedans et il faut qu'on remette un petit peu le gibier au goût du jour. Et là, on était au stade d'idée et c'est à ce moment-là que Vianney m'a rejoint et qu'il a aussi adoré l'idée, adoré le concept, etc., qui permettait de vraiment revenir aux valeurs. Et c'est comme ça qu'après, on a co-construit Nemrod, vraiment autour de la revalorisation du gibier d'une part et d'autre part, la possibilité pour tout le monde d'y avoir accès facilement. D'accord. Qu'est-ce qui t'a séduit, Vianney, dans le projet Nemrod alors que toi, tu n'étais pas du tout sur la partie chasse? Pas du tout, ouais. Moi je suis plutôt de l'autre côté. Gastronomie. Gastronomie et c'est une viande qui avait l'air déjà très intéressante à travailler. Mais c'est surtout la manière d'Edouard de parler de la chasse, de l'univers de la chasse et de la problématique. On a une ressource qui est naturelle, qui est de très bonne qualité, qui se renouvelle chaque année et qu'on finit quand même par laisser de côté, qui trouve pas forcément de débouchés. Et on a eu le temps d'en discuter assez longuement, comme on disait tout à l'heure. On a fait nos études ensemble et j'ai assez vite été convaincu. Et quand il s'est lancé, je l'ai rejoint sans me poser de questions pour lancer ce projet. Cool. Et si vous deviez expliquer ou définir aujourd'hui Nemrod, ce serait quoi ? Aujourd'hui, c'est une belle bande de copains. Hein. On bouffe bien, on s'amuse bien. C'est une colonie de vacances, cool. En fait. Non, c'est une entreprise quand même. Et Nemrod, c'est une entreprise qui permet de revaloriser le gibier sauvage français dans sa globalité. C'est-à-dire, on fait vraiment le pont entre le chasseur d'un côté de la chaîne qui a du mal à écouler son gibier, qui va venir vers nous pour nous le vendre, jusqu'à de l'autre côté de la chaîne où on va avoir le client professionnel ou particulier qui lui va chercher une vraie viande de gibier sauvage français, donc cerf, sanglier, chevreuil, même un petit peu de chamois et de daim. Et Nemrod, c'est toutes les étapes entre les deux, donc de l'animal entier jusqu'à la livraison dans le bistrot parisien, on s'occupe de tout. D'accord, donc vous récupérez, si on peut dire, les bêtes de chez les chasseurs directement après la chasse. Exactement. C'est quoi ? C'est 24 heures après ? C'est le jour même ? Ça dépend des sociétés de chasse. Ok. Ça dépend de leur possibilité de stocker avant de nous l'apporter. Mais généralement, c'est dans les 24-48 heures. Sur les 24-48 heures. Pour la plupart. Vous la récupérez, vous la transformez, vous la travaillez un peu, vous la transformez. Ouais, ça dépend des produits. On a déjà une partie très importante, c'est qu'on fait un examen vétérinaire sur toutes les bêtes, ce qui nous différencie vraiment des circuits classiques d'écoulement du gibier qui peuvent être donnés par un ami chasseur ou transformés directement par un restaurateur qui le reçoit lui directement du chasseur. Quand on entend chasse, on a tout de suite cette image de la famille, quelqu'un de la famille, l'oncle qui chasse et qui va ramener à la maison un truc qu'on va travailler. Alors que là, on est plutôt sur un côté beaucoup plus professionnel où il y a quand même des étapes de contrôle à chaque... C'est la grosse différence chez nous, c'est qu'on a un double agrément sanitaire européen, l'un de découpe et l'autre de transformation, vraiment pour le gibier sauvage. Et du coup, tous les animaux qui arrivent chez nous, qui sont apportés par les chasseurs ou les associations de chasse, sont vus par des vétérinaires d'État. Et du coup, nous, quand on vend une viande ou quand on vend une salaison ou quelque chose comme ça, on peut garantir déjà l'origine de nos bêtes et leur état sanitaire et voilà, et une qualité de viande vraiment, vraiment parfaite. Donc voilà, c'est la grosse différence. C'est un milieu qui est peu connu aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont les contraintes que vous pouvez avoir sur la partie production
quelles sont les contraintes que les chasseurs, après c'est une passion, donc il y a forcément un peu de contraintes, mais moins que d'habitude, mais quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face pour exercer votre métier aujourd'hui? Je peux commencer là-dessus peut-être. Sur la partie, y a la première contrainte, c'est notre partie approvisionnement. On a, si on peut dire, un business model qui est assez compliqué, c'est-à-dire qu'on maîtrise pas du tout nos approvisionnements et c'est que en fluctuation, en fonction des résultats de la chasse. C'est-à-dire d'un week-end à l'autre, on aurait peut-être besoin de 20 sangliers parce qu'on a les commandes pour, mais on va pas les avoir dans le frigo. Et du coup, il faut sans cesse jongler avec les arrivages en fait de la chasse, avec ce qui a été tué naturellement. Et donc ça, c'est une des premières contraintes. Et ensuite, il y a une deuxième contrainte qui est vraiment au niveau de la découpe et de la transformation. C'est que c'est des animaux sauvages, donc rien n'est calibré. C'est tous des animaux de taille et de corpulence différentes. Donc c'est pratiquement pas industrialisable comme process, c'est vraiment de l'artisanat, c'est vraiment bête par bête. Et en plus, c'est des bêtes qui sont tuées par des chasseurs, donc qui sont tués par balle. Et on a toujours des dégâts, en fait, c'est ça, les gens se rendent pas compte. La balle, ça rentre à un endroit, ça sort à l'autre, et ça fait souvent du dégât sur un animal. Et nous, notre métier en amont, c'est de pouvoir enlever ça proprement, garder que les parties qui sont vraiment les plus belles, intactes, etc. Et donc ça, c'est une autre contrainte par rapport à des animaux d'élevage. Et c'est pour ça aussi généralement que la viande de gibier est aussi toujours valorisée un petit peu plus cher que d'autres viandes. C'est qu'en amont, il y a un travail vraiment plus gros. Et après, sur des parties techniques de désossage à blanc, de choses comme ça, c'est beaucoup plus dur sur le gibier aussi. On a beaucoup plus de pertes, on met beaucoup plus de choses à la poubelle, malheureusement. Mais voilà, il y a quelques contraintes techniques en plus. Ouais. Ça vient du fait du coup que nous, on ne fera toujours que du sauvage. L'idée de Nemrod, c'est d'être première marque sur le gibier sauvage français, puisqu'on a la majorité du gibier qui aujourd'hui est travaillé en France, qui est de l'élevage ou de l'importation. Et on a besoin d'écouler la viande de gibier qui aujourd'hui est malheureusement laissée de côté ou jetée. Et donc on doit se concentrer sur le gibier sauvage français. Et la contrainte, elle vient de notre volonté de travailler que cette ressource-là. Mais aujourd'hui, on est assez content de pouvoir dire qu'on est le premier atelier à travailler du gibier sauvage français. Il n'y a pas de label qui le certifie, ça n'existe pas encore en France. Par contre, les parcs naturels régionaux, ils ont créé une marque qui s'appelle Valeur Parc, et qui est la première marque qui va s'intéresser du coup à la filière venaison, donc la viande de gibier. Okay. Et donc qui vérifie chaque année qu'on travaille avec les sociétés de chasse de notre parc. Donc nous, en l'occurrence, c'est le parc naturel régional du Ballon des Vosges. Okay. Et là, on travaille avec eux pour vérifier donc, les chasses qui nous fournissent. Qui doivent être sur le parc et qui doivent travailler en sauvage. Donc ça veut dire vérification de l'agrainage, de l'engrillagement. Voilà. Donc sur notre territoire, on est contrôlé et pour ne faire que du sauvage du massif des Vosges. D'accord. Et là, vous êtes créé depuis, vous avez ouvert Nemrod il y a 2-3 ans, on est sur la 3e année. Est-ce que vous voyez une évolution de l'intérêt que peut porter les organisations pour... Là, tout à l'heure, tu parlais de labellisation, mais il y a aussi toute la partie encadrement de la filière. Est-ce que vous voyez que ça avance un petit peu ou c'est complètement mis de côté ? Malheureusement, le contexte n'aide pas non plus parce qu'il y a d'autres priorités, mais est-ce que vous voyez que ça avance dans le bon sens ? Ouais, là, pour le coup, donc, c'est en train de se structurer, mais au niveau européen, c'est devenu une vraie problématique, l'écoulement de la venaison. Et nous, on fait partie des ateliers pilotes et ils sont en train de chercher entre la Fédération nationale des chasseurs et les parcs naturels régionaux notamment des solutions pour écouler la venaison. Donc ça veut dire des prix d'achat justes entre les ateliers qui vont être créés et les sociétés de chasse. Ça veut dire étudier sur quel territoire il va falloir s'implanter et pourquoi. Et donc nous, on travaille en partenariat avec la Fédération du 88, donc des Vosges, et le parc naturel régional dans lequel on est installé pour faire grandir notre atelier et permettre à plus de sociétés de chasse de nous apporter leur viande de gibier. D'accord. Et il y a un côté client-consommateur aussi qui est très intéressant. Beaucoup de gens qui viennent vers nous ou qui nous remercient de faire que du gibier sauvage parce qu'ils cherchent une viande super durable, locale, etc. Et que le gibier
répond forcément à toutes ces problématiques, puisque c'est des animaux qui ont eu leur vie, donc le bien-être animal est super respecté, c'est des animaux super locaux qui viennent à côté de chez nous, et très durables parce qu'ils ne nécessitent aucune énergie, dépense d'énergie avant d'arriver chez nous dans l'atelier. Et on a des messages assez drôles parfois sur le site ou sur Facebook de gens qui disent j'étais végétarien, mais vraiment on a eu sur le site une fille qui nous avait écrit mais grâce à vous, je remange juste du gibier sauvage français parce que voilà, je sais que c'est des animaux qui ont une vie sauvage, etc. C'est excellent. Donc c'est des petits exemples comme ça, mais qui vous les avez rabibochés avec la viande, qui font plaisir à voir. Et je pense dans cette prise de conscience collective, nous on parle très peu souvent de chasse dans tout notre discours parce qu'on sait qu'on marche sur des œufs et que c'est un sujet toujours très touchy. Par contre, on met énormément le fait en avant que le gibier c'est une ressource disponible de viande en fait qu'on a en France, des espèces qui se renouvellent toutes seules et même des populations en fait de grands gibiers qui s'accroissent d'année en année. Justement, les chasseurs savent plus où aller avec et que du coup on peut profiter de cette viande sans bousculer des équilibres et de façon très durable, quoi. Est-ce qu'il y a en amont des chasseurs qui vivent en fait de ce qui vous ramène en fait, ou est-ce que ça reste toujours une passion? Non, ça reste toujours une passion. Le chasseur peut pas du tout vivre de ce qui nous ramène. Le chasseur forcément doit payer son droit de chasse, ses armes, ses journées de chasse, les repas, etc. Enfin, c'est vraiment une passion à part entière, et ce qu'il va percevoir de la vente de son gibier est vraiment minime par rapport aux dépenses qu'il engage de l'autre côté. Donc c'est un petit quelque chose pour eux. Ça leur permet peut-être de payer une petite partie de leur droit de chasse ou de leur cotisation de chasse annuelle, mais ça reste minime, quoi. D'accord. Ok. On va passer au côté ludique. Il paraît que vous nous avez ramené une belle surprise de chasse. Pouvez-vous nous en parler? Ça vient en direct des Vosges. C'est inventé par Edouard ce matin. Toute fraîche. Elle a pris le train dans une glacière ce matin. J'ai ramené une selle de chevreuil entière sur l'os qu'on va cuisiner tout à l'heure. Alors pourquoi j'ai ramené ce produit-là qui est au final assez connu des chefs. C'est pas forcément le produit le plus atypique, mais justement je l'ai ramené parce que je pense que c'est la première fois qu'on a un stock de selle de chevreuil. Et ça, c'est le Covid en fait qui nous l'a fait avoir. C'est-à-dire qu'avant, c'est des produits qu'on vend pratiquement que à la restauration, et notamment que à la restauration étoilée, qui savent très bien les cuisiner, qui savent le mettre en valeur, etc. Et qui peuvent se permettre aussi l'achat de ce type de produit qui est assez cher. Et aujourd'hui, en fait, avec toute la restauration de fermée depuis plus d'1 an, en fait, on en a en stock ce qu'on n'a jamais eu auparavant. Et du coup, ça m'amusait de venir en cuisiner une ici et pour montrer en fait que c'est assez simple à cuisiner, qu'on n'est pas obligé d'avoir 3 macarons au Michelin pour cuisiner une selle de chevreuil, que ça peut très bien se faire. Je te rassure, personne ne l'a dit. Ça peut très bien se faire dans un four à la maison, chez tout le monde. Voilà, donc on va voir ça et ça se fait très rapidement en plus, sans difficulté. Eh ben c'est parfait, on a hâte de faire ça. C'est parti. Merci les gars. Merci à toi.